Diversité des mutations et diversification des génomes. Donc l'ADN, c'est une molécule intrinsèquement stable qui du coup va être conservée à l'identique au fur et à mesure donc, des cycles cellulaires, sauf lorsqu'il y a des erreurs de réplication, donc, ce qui arrive donc, de temps en temps au cours de ce processus. Donc nous allons voir tout d'abord qu'est-ce qu'une mutation, puis l'origine de ces mutations et les conséquences qu'elles vont avoir à différentes échelles, donc cellules, individus ou à l'échelle de l'évolution. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une mutation? Donc la définition générale d'une mutation, c'est un changement héréditaire à l'échelle de la cellule, c'est-à-dire qu'une cellule mère en division donc de mitose va le transmettre à ses cellules filles, mais pas forcément héréditaire à l'échelle de l'individu. Donc un changement héréditaire à l'échelle de la cellule de la séquence de nucléotides de l'ADN. C'est donc un changement qui va être rare, aléatoire et spontané. On va distinguer à la fois donc, des mutations germinales, donc dans les cellules impliquées dans la reproduction, donc comme les gamètes, et des mutations somatiques qui vont toucher d'autres cellules de l'organisme pour les organismes pluricellulaires. Et on va aussi distinguer des mutations géniques et chromosomiques. Donc une mutation génique, c'est une mutation qui va toucher uniquement quelques nucléotides. Donc ici, j'en ai représenté quelques-unes. Donc on va avoir une séquence initiale donc CAA-TCA, et donc on peut avoir soit des substitutions, donc ici on a la thymine qui a été substituée par une guanine, des délétions, donc ici la thymine a disparu, ou des insertions, donc ici on a une adénine qui s'est rajoutée dans la séquence. Pour les mutations chromosomiques, on va distinguer deux types de mutations encore, donc des mutations chromosomiques de structure, où c'est des portions complètes d'ADN de chromosomes qui vont avoir été modifiés. Donc par exemple ici, sur ce chromosome, on peut avoir donc, des délétions. Donc ici, on a toute la partie là du chromosome qui a disparu, des duplications. Donc là, c'est aussi la portion terminale du chromosome qui a été dupliquée. Ou encore, par exemple, des inversions. Donc là, la portion terminale a été retournée et recollée au chromosome. Ou encore, par exemple, des translocations, donc des échanges de portions de chromosomes complètes entre deux paires de chromosomes. On trouve aussi des mutations chromosomiques de nombre, qu'on appelle aussi aneuploïdies, comme les monosomies ou les trisomies. Je vous disais donc que les mutations étaient des phénomènes aléatoires et spontanés. Donc ça a été mis en évidence par l'expérience de Luria et Delbrück, que j'ai représenté ici. Donc ils sont partis d'une culture de bactéries mères, à partir de laquelle ils ont fait une culture fille. Ils les ont laissées évoluer un petit peu, puis ils ont étalé ces bactéries sur des géloses recouvertes d'un phage, c'est-à-dire d'un virus de bactéries. Et ils ont compté le nombre de colonies de bactéries qui se développaient. Donc ça veut dire que ces colonies bactériennes possèdent une mutation qui leur permet de résister à ce phage. Ils ont fait donc deux hypothèses. Dans la première hypothèse, c'est que c'est la présence du phage qui va provoquer l'apparition de la mutation. Et donc dans ce cas, globalement, il y aurait le même nombre de colonies de bactéries résistantes sur chacune des géloses à peu près. Dans la deuxième hypothèse, on part du principe que la mutation va être antérieure à la présence du phage, c'est-à-dire que les bactéries au sein des cultures filles ont pu obtenir une mutation qui leur permette de résister à ce phage et que, mis en présence, du coup, elles vont résister. Dans ce cas-là, on va avoir une forte variance sur le nombre de colonies bactériennes résistantes à ce phage. Donc ici, dans leur étude, ils ont trouvé en effet qu'il y avait une forte variance du nombre de colonies. Donc par exemple, ici, il y en avait vraiment énormément et ici, il n'y en avait que 2. Donc ça veut dire que les mutations sont en effet aléatoires et spontanées. Donc maintenant, on va parler de l'origine des mutations, donc comment apparaît une mutation. Pour les mutations chromosomiques, on va avoir deux types de grands phénomènes. Donc pour les aneuploïdies, donc les mutations chromosomiques de nombre, ça va être en général au cours de la méiose des problèmes de migration des chromosomes. Donc du coup, dans l'une des cellules filles de la première division de méiose, on va avoir un chromosome qui va manquer et dans l'autre, il y en aura un supplémentaire. Pour les mutations chromosomiques de structure, ça va en général mettre en jeu des crossing-over inégaux qui vont du coup faire qu'au lieu que chaque chromosome récupère une portion égale
de chromatides, eh bien, il y en a un qui va avoir une portion plus grosse et l'autre une portion plus petite. Pour les mutations géniques, ça va se passer au moment de la réplication. Donc ici, on va donc avoir un brin matrice donc parental qui va être en cours de réplication et les brins néosynthétisés. Et en fait, au moment de l'ajout de la base azotée, on va avoir une erreur, donc un mésapariement qui va apparaître. Donc par exemple ici une guanine qui va aller se fixer à la place d'une adénine. Tout ça, ça peut être causé par des lésions dont on parlera plus tard. Suite à ce mésapariement, on sait que l'ADN polymérase a un mécanisme qui lui permet de repérer ces erreurs de réplication et de tout de suite enlever la dernière base ajoutée pour corriger son erreur. Mais parfois, il y a des erreurs qui ne sont pas détectées. Donc du coup, soit l'erreur est détectée, et donc dans ce cas, il n'y aura pas de mutation, soit il n'y a pas de repérage de l'erreur. Donc ensuite, on est chez les eucaryotes ici. Ensuite, il va y avoir une liste de correction post-réplication. Et donc là encore, si c'est détecté très bien, il n'y aura pas de mutation. Et s'il n'y a pas de détection, donc on n'aura pas de correction. Et donc, on va obtenir un brin muté qui aura donc par exemple ici une guanine dans sa séquence. Donc comme je disais, ces mésapariements vont être favorisés par des lésions de l'ADN. Donc les lésions, c'est des modifications accidentelles de l'ADN, mais pas forcément de sa séquence. Donc par exemple, les plus courantes vont être les formes tautomères. Normalement, vous le savez, mais les bases azotées font des équilibres cétoénoliques, ce qui fait qu'elles vont changer un petit peu de forme transitoirement dans le temps. Et si la réplication intervient au moment où il y a cet équilibre cétoénolique, ça peut être la mauvaise base azotée qui va être ajoutée au brin néosynthétisé. Donc c'est ce qui se passe dans le cas de ma guanine ici. Une thymine en forme tautomère va appeler une guanine au lieu d'une adénine. Une autre lésion courante, ça va être la désamination. Donc, par exemple, ici, une base azotée cytosine qui va être oxydée et donc désaminée, donc à ce niveau-là, en uracile. Et donc, du coup, alors qu'ici, la cytosine va appeler une guanine, ici, l'uracile va appeler une adénine dans la séquence. Donc, du coup, ça va provoquer des mésapariements qui pourront ou non être détectés ensuite. Ces lésions vont être favorisées par des agents mutagènes. Donc on en trouve plusieurs types. Des agents mutagènes chimiques, par exemple des agents oxydants qui vont par exemple provoquer des désaminations, donc comme les radicaux libres. On va avoir des agents physiques comme les UV qui vont favoriser les formes tautomères ou des agents biologiques comme des virus qui vont aller s'intégrer dans l'ADN et donc perturber sa séquence. Donc tout ça, ça va favoriser l'apparition des mutations, mais pas forcément les causer, vu qu'il y a des mécanismes de correction. Quel est le devenir de ces mutations? À l'échelle de la cellule, il peut y avoir ou non des conséquences. En effet, lors d'une mutation de type substitution, pour les mutations géniques, on va avoir plusieurs solutions. Donc soit on va avoir une mutation silencieuse, donc en fait, la modification de la séquence de l'ADN va soit tomber dans de l'ADN non codant et donc ne pas avoir de conséquences pour les protéines, soit tomber donc dans l'ADN codant mais provoquer, grâce à la redondance du code génétique, en fait, un codon qui va correspondre au même acide aminé qu'auparavant. Donc il n'y aura pas de conséquences pour la protéine. On va avoir aussi des mutations neutres qui, elles, vont changer l'acide aminé normalement codé par le codon, mais l'acide aminé va avoir des propriétés physico-chimiques proches de l'ancien acide aminé, ce qui fait que pour la protéine, il n'y aura pas de modification particulière. Pour les mutations faux sens, on va avoir une modification de l'acide aminé qui va modifier le repliement de la protéine et donc sa fonction. Et pour les mutations non sens, on va avoir l'apparition d'un codon stop et donc la synthèse d'une protéine tronquée et donc en général non fonctionnelle. C'est aussi ce qui va arriver lorsqu'on a des insertions ou des délétions, puisque l'ajout ou le retrait d'une des nucléotides va décaler le cadre de lecture et donc statistiquement faire apparaître beaucoup plus tôt un codon stop qu'espéré. Donc du coup, soit on va avoir donc zéro conséquence pour la cellule, soit on va avoir potentiellement une modification donc, des fonctions des protéines de la cellule, donc avec un gain de fonction parfois, voire une perte de fonction. Dans le cas de telles modifications, eh bien, parfois la mutation en fait, est tellement grave que ça va provoquer la mort de la cellule et parfois la cellule va arriver à survivre. Lorsque la cellule survit, donc on va avoir les implications à l'échelle de l'individu.
Donc si la cellule accumule des mutations dans des cellules somatiques notamment, on peut avoir la formation de tumeurs. Mais si ces mutations interviennent dans des cellules germinales, on va pouvoir avoir une transmission des nouveaux allèles formés à la descendance et donc possiblement une propagation dans la population. Ces mutations vont être soit bénignes, à l'origine d'un nouveau phénotype, bénin ou non, et parfois même provoquer des maladies génétiques. À l'échelle de l'évolution, du coup, on va avoir la formation de nouveaux allèles qui vont être sélectionnés ou non par la sélection naturelle et donc permettre la diversification des génomes. Il y a aussi un cas intéressant à remarquer, c'est lors des mutations chromosomiques de structure, lors des duplications. On va avoir en fait deux versions d'un même gène présent sur un même chromosome qui vont, à partir donc, du moment de la duplication, évoluer indépendamment et donc accumuler des mutations qui vont être différentes l'un de l'autre. Et donc ces deux gènes vont évoluer différemment et vont donner donc deux gènes complètement différents, mais au sein d'une même famille multigénique. Et donc, par exemple, une des familles multigéniques qu'on connaît bien en général, c'est celle des pigments photorécepteurs qui sont tous issus d'un même gène, mais qui, suite à une série de duplications, a donné plusieurs gènes qui ont évolué indépendamment et ont permis du coup d'être sensibles à différentes couleurs dans la lumière du visible. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mutations sont la seule source de création de nouveaux allèles.